Radio ATP, la radio du partage d'expériences autour de l'accompagnement thérapeutique de proximité en libéral. Je rappelle que c'est un projet qui est porté par l'URPS Médecins Île-de-France et l'ARS Île-de-France et financé par l'ARS. Je suis Pierre-Yves Trainard, médecin, coordinateur du pôle d'éducation thérapeutique du patient d'Île-de-France et de ce projet ATP. Et nous recevons aujourd'hui Mohamed Gadi. Bonjour. Qui est patient intervenant au pôle. Et puis le docteur Rachida Inaoui Rose. Bonjour. Et docteur Pam, qui sont toutes les deux des médecins expérimentateurs de l'ATP. Bonjour docteur Pam. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler ensemble et discuter des impacts et des apprentissages de ce projet. Ce que vous en retirez, ça fait 3 ans que vous participez à ce projet et on a vu et on va voir ensemble de nombreuses évolutions qui sont rapportées par des médecins qui nous ont livré des témoignages. L'attitude ATP doit être la pratique quotidienne de tous les médecins, mais difficile à tenir à 25 € de l'acte. J'ai créé un roadbook sur le diabète et je pense appliquer l'ATP à d'autres pathologies que le diabète, l'HTA notamment. Je recherche des soutiens familiaux et les aides des associations. Ces ateliers ATP m'ont profondément marqué, au point que j'ai décidé de suivre la formation ETP en 40 heures proposée par Azalée. L'utilité peut-être de l'ATP, le fait d'avoir découvert d'autres façons de faire, vos réactions. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce qui a été énoncé, c'est le côté attitude. Donc c'est une attitude, c'est-à-dire, ce que j'appelle attitude, c'est ce petit rien qui fait toute la différence. Donc c'est pas... parce que chacun va avoir à l'intérieur de son corps les indicateurs qui vont lui dire qu'il est à l'aise ou pas. Et ça, c'est un point sur le fait que apprendre à écouter l'autre, quand effectivement on a été formé à faire des interrogatoires policiers, parce que c'est ça dont il est question. Être formé à cela, non pas pour embêter les gens, mais être formé à cela pour ne pas passer à côté d'eux. Donc on est toujours dans ne pas faire la faute. Donc la culpabilisation de la personne qui est en face et qui dit « je n'ai pas pris », c'est celle qui est auto-intégrée sur le fait de ne pas faire de faute. Et il me semble que ça, c'est un point fondamental. Donc c'est l'attitude qui va faire que je vais sentir que je n'ai pas de tension musculaire supplémentaire au prétexte que la personne n'aurait pas suivi l'orthodoxie du traitement. Et si j'ai besoin de changer de point de vue, il faut que je me déplace. Si je regarde ma main d'un côté, je la vois d'une carnation. Si je la regarde de l'autre côté, puisque j'ai cette chance, je la vois d'une autre carnation. Mais si je ne bouge pas la main, je ne sais pas qu'il y a ces deux faces. Et si je vous la présente, vous voyez ce que vous voyez. Et souvent, quand on regarde les gens, on croit que ce que l'on voit, c'est ce qui est. Mais peut-être pas. En discutant, on peut avoir un autre point de vue parce que je ne serai jamais dans le corps de la personne qui est en face de moi et qui a une maladie, donc je ne pourrai jamais percevoir ce qu'elle vit. Et la réciproque est aussi vraie. Une réaction sur ce partage de l'incertitude, c'est un point qui est assez frappant, c'est qu'en fait, il y a un glissement qui s'opère, de dire je ne dois pas faire de faute, donc il faut que je sois certain, et j'en en fais un interrogatoire policier pour être sûr jusqu'au bout. On ne sait pas d'ailleurs quelle est la finalité. Voilà. Et là, non, on lâche et puis on partage l'incertitude. C'est un changement de posture important, ça. D'ailleurs, moi, quand je fais je distingue bien effectivement les consultations avec l'interrogatoire policier que je sais très bien faire. Malheureusement, certains me le disent, mais bon, j'ai une espèce de truc très rigoureux, voilà, comme ça. Et après, ça me libère en même temps. Une fois que je l'ai fait, je me dis, j'ai bien tout cadré, etc. On passe à autre chose. Mais c'est vrai que quand je suis dans le cadre d'une consultation d'ATP, mon changement d'attitude, de posture est tel que je ne mets pas ma blouse. Et je
je me bouge un peu différemment de mon bureau. C'est-à-dire qu'on se rapproche. Et parce que c'est pas la même chose. Et comme ma collègue disait, selon qu'on regarde la main côté palme ou dorsale, c'est pas pareil. Et moi, personnellement, par exemple, je sais pas faire ça. Pendant la même consultation, faire un coup d'un côté et un coup de l'autre. J'ai besoin de temps et ce changement, je ne peux pas le faire dans la même consultation et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des consultations d'ATP à part. Et je le demande aux patients parce qu'il faut savoir que pour nous, ce n'est pas quelque chose de naturel parce qu'on ne nous l'a pas appris, mais pour les patients non plus. Moi, il y a certains qui m'ont regardé en disant « Mais qu'est-ce qu'elle a, le docteur Inaoui, aujourd'hui me parler de ma vie ?» Voilà, donc la première consultation d'ATP, elle n'est pas toujours évidente parce que ce n'est pas quelque chose auquel les patients ont été habitués. Et c'est vrai que la relation de soins, moi j'ai été formée il y a à peu près 30 ans. Après, j'ai fait de l'ETP par moi-même, mais sans vraie formation. Dans l'hôpital où j'étais, ils faisaient l'ETP, mais c'était une machine monstrueuse avec 10 000 intervenants, une journée entière. Bref, et je pensais que c'était ça. Et je croyais qu'on ne pouvait pas le faire tout seul dans un cabinet. La preuve, c'est qu'à un moment donné, un des patients que j'ai actuellement en ATP, je l'avais adressé à l'hôpital pour entrer dans un cas d'éducation thérapeutique. Et la patiente est revenue, elle me dit « Mais moi, ça ne me convient pas du tout. » Parce qu'en fait, ils ont recommencé le truc médical. Voilà, comme on fait. Et là, je me suis dit « Je vais faire quelque chose pour elle parce que ça devient... vital pour elle, je vois bien que j'y arriverai pas. Et j'y suis arrivée grâce à l'ATP. Et récemment, là, j'ai discuté avec les étudiants en médecine de 3e année et ils me disent « Ah, mais tu sais, il y a un bout qui est super... » Ils sont vraiment très sensibles. Je dis « C'est quoi ce bout de 40 pages sur la relation de soins ?» Et ils me disent « Mais tu devrais le lire, je suis sûre que ça va t'intéresser. » Donc, je ne l'ai pas encore lu. Mais je suis quand même très contente de voir que les actuels étudiants en médecine, dès la 3e année de médecine, on leur parle de relations de soins, même si c'est théorique, même si ceux qui l'écrivent ne l'appliquent pas en vrai. Mais on est dans une démarche à tous les points de vue. Vous voyez, au niveau sociétal, je pense que c'est un mouvement sociétal et la légitimité de la parole des patients ne peut plus du tout être mis de côté, surtout en cette période de crise majeure générale. Et moi, ce que je trouve dommage dans notre système de soins actuel, c'est que le patient n'est pas au centre. Et qu'on a mis... il n'est pas au centre... il n'a pas la possibilité de se prendre en charge et de prendre des décisions. C'est le parcours du soin. Et le parcours du soin, pour certains patients, c'est délétère. Et voilà, ce n'est pas le cas pour tous. Pour certains, le parcours du soin est nécessaire, mais pour d'autres, ça les enferme dans quelque chose dans lequel ils n'arrivent pas à sortir, et c'est très compliqué. Donc, on est en cours de refonte du système de santé, et j'espère de tout cœur que, justement, de remettre le patient au centre, et puis les soignants et tout ce qui est autour, en interaction avec lui, fonctionnera. Mais je ne sais pas jusqu'où... nous, soignants, on va accepter de lâcher. Merci beaucoup. Merci de replacer cette expérimentation dans une vision sociétale, parce que c'est bien aussi ce qui a motivé fondamentalement l'appui que l'on a construit avec vous. Et alors, on est dans des situations de transition, bien sûr. Et Mohamed, il y a quand même 2 questions en une, mais il y a la prise de sens d'une proposition telle que les médecins peuvent la faire, c'est-à-dire de dire maintenant on va faire autrement. Et finalement, comment est-ce que, quand on est patient, on perçoit cette proposition de prise de sens? Et puis l'autre question, c'est aussi comment l'appui qui a été réalisé autour de ces 3 années, avec des patients intervenants du pôle, comment est-ce que ces patients ont eu un rôle dans l'aide à la prise de sens là, des soignants par rapport à l'ATP? D'abord, je vais vous remercier. Vous avez dit quelque chose qui est très important, c'est la notion de, quelque part, que a repris Pierre-Yves, de lâcher. On n'est pas sur une relation particulière, on n'est pas sur une relation habituelle, on est sur une relation particulière et singulière. On est sur de l'humain.
Et la transformation qu'on apporte depuis qu'on est avec vous, vous nous l'apportez aussi. C'est-à-dire que nous aussi, on change. Nous aussi, on perçoit le premier jour aujourd'hui, l'évolution que vous avez eue, c'est une évolution que nous avons eue vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'on s'est rapprochés. C'est-à-dire qu'on était sur des postures les uns et les autres, on revient sur la notion de jeu, de rôle, où chacun disait ce qu'il faisait à son niveau. Et aujourd'hui, on est sur un espace commun où on échange aussi bien nos doutes, on échange notre humanité, c'est-à-dire la possibilité de dire « je ne sais pas », comme aussi la possibilité de dire « comment on fait ensemble ». Et c'est là qu'est nouveau, je trouve, depuis ces 3 ans, que je trouve très impertinent, c'est d'amener des gens qui ont des points de vue un peu peut-être différents, qui viennent vous titiller, mais vous nous avez tellement titillé que nous aussi, on est comme vous, on se remet un peu en question et on se dit, tiens, on s'est transformé. On n'est plus les mêmes, j'ai plus la même attitude quand le médecin me disait comme ça, etc. On n'a pas la même réaction aussi épidermique qu'on pourrait l'avoir. C'est-à-dire qu'on est dans une compréhension d'évolution mutuelle et c'est justement ça qu'est l'ATP. C'est-à-dire c'est un espace, je reviens sur la notion d'espace que vous avez dit qui était très importante, qui est très particulière. On crée des éléments de contexte qui nous permettent d'accepter, de dire « je ne sais pas, je ne peux pas », et comment on fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une solution de « je peux rien faire, merci, au revoir », comme on pourrait le faire en consultation, parce que ce n'est pas mon ressort. Mais là, on essaie d'être accompagnant et de s'accompagner parce qu'on est sur une dimension biopsychosociale. Et je vais vous décevoir quelque part. Je sais de quoi vous parlez sur le document de 3e année. Le constat qu'on fait, c'est que l'empathie est très fort en 3e, 4e et 5e année. À partir de la 6e, il décline. C'est pour vous dire pourquoi. Parce que ça veut dire que la force de l'appareil de formation dans lequel vous êtes rentré, qui est une sorte de formatage à puissance, vous fait perdre à un moment donné le sens et vous pouvez le récupérer après dans la spécialité si on rajoute ces modules de nouveau de relations. On le sait, 3e, 4e année, c'est parfait. 5e, 6e, c'est fini. Il faut revenir après. Donc il y a tout un processus. Donc on voit bien que c'est quelque chose de fragile, mais c'est un accompagnement dans le temps aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher. On en a besoin tous les jours. Et plus on se mettra dans cette posture un peu réflexive, et plus on va reconnaître que moi-même, je ne sais pas, comme vous ne savez pas, mais comment on fait pour avancer. Un mot, Dr Pam? Je vais essayer un mot, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Sur les gens qui entrent dans ces études de santé, il y a quand même une petite flamme, puisqu'il y a une utopie princeps, c'est d'arriver à transcender ce qui est intranscendable. Globalement, on sait qu'on est mal barré et qu'on va perdre, quand même. Mais on y va. Ce sont les mêmes qui sont en 3e année, ce sont les mêmes qui sont en 6e année, et cette trace, elle est là. Donc l'objet, c'est peut-être de la réactiver et qu'on n'oublie pas, effectivement, qu'on est humain et qu'on avance comme on avance. Ce que j'apprécie dans l'ATP, que je ne sais même pas nommer, en fait, accompagnement, je garde, thérapeutique, pourquoi pas. Patient, finalement, j'enlève, je dirais proximité. Vous avez parlé d'intimité et de proximité. Et pour moi, ce n'est pas une éducation, sauf si c'est, comme je dis, il y a une éducation à la Paolo Freire, c'est sortir et faire qu'il y ait une conscientisation. Mais c'est des deux côtés, en fait. Finalement, nous ne sommes pas des antagonistes dans une relation, nous sommes des protagonistes d'une histoire, mais l'histoire princeps, c'est celle de la personne qui arrive avec des éléments. Ça va être le mot. Merci. Voilà, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas très bien ce que ça va produire au final. Et c'est déroutant. Mais comme vous l'expliquez, peut-être que ces appuis que l'on a réalisés aident à pouvoir se forger une certaine démarche qui permet d'aborder ces points d'incertitude finalement et de façon réciproque. Commune. Un grand merci, Dr Pam, Dr Innaoui Rose et puis Mohamed Gadi d'avoir participé
à cette émission. Merci beaucoup. Merci aussi à Clémence Thomas de l'URPS Médecins Île-de-France, Tiffany Lacamoire du pôle ETP, qui sont les deux coordinatrices de ce projet, Géraldine Fayet, Virginie Lanlot pour la réalisation de cette émission et Alexandre Girard pour le son. Merci beaucoup. D'autres thématiques en lien avec l'accompagnement thérapeutique de proximité sont traitées dans toutes les émissions que vous pouvez retrouver sur le site de l'ATP. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci.